Écoutez-moi bien, car cette histoire, elle ne vient pas des livres d'histoire qu'on lit à l'école. Elle vient de la terre, du sel et de la sueur des Antilles, là où la canne à sucre coupait la peau comme du verre et où le soleil ne donnait pas la vie. Il l'épuisait. Nous sommes en 1835, Guadeloupe. Imaginez-vous cette île verte belle à pleurer, mais couverte d'une chape de plomb. L'odeur du rhum et du sucre bouillant se mêlait à l'odeur de la misère et de la peur. Au milieu de tout ça, il y avait Céliane. Céliane n'avait pas 30 ans, mais ses mains racontaient déjà l'histoire d'un siècle de souffrance. Elle travaillait sur l'habitation du sieur de Valois, une plantation qui s'étendait à perte de vue, là où le fouet parlait plus fort que la prière. Céliane était une femme forte, pas dans le sens où elle ne ressentait rien, mais dans le sens où, même quand son corps criait, son esprit refusait de se briser. Elle avait les yeux sombres, qui voyaient tout, et une dignité qu'aucun maître ne pouvait lui enlever, même s'il essayait avec toutes ses forces. Dans ces années-là, la vie d'un esclave, c'était une marchandise, et le pire cauchemar, ce n'était pas le travail sans fin, ni même la faim qui tordait les entrailles. Le pire cauchemar, c'était la vente. La vente signifiait la séparation. C'était la fin de la famille, l'arrachement à ceux qu'on aimait, l'envoi vers une autre île, un autre maître, où il fallait tout recommencer, sans savoir si on reverrait jamais un visage connu. Et justement, sur l'habitation Valois, les temps étaient durs. Non pas pour les esclaves, qui avaient toujours eu des temps durs, mais pour le maître. Le sieur de Valois, il aimait trop le jeu et les belles étoffes. Il était endetté jusqu'au cou. Et quand un maître était en difficulté financière, qui payait l'addition? Toujours les mêmes. Depuis des semaines, une rumeur courait dans les cases, portée par le vent chaud et les chuchotements à la nuit tombée. Une rumeur glaciale, Valois allait vendre. Il allait se débarrasser des bouches inutiles, ou pire, des pièces de valeur pour renflouer ses caisses. Céliane l'entendait cette rumeur. Elle la sentait dans la tension des surveillants, dans le bruit sec des chaînes qu'on vérifiait. Elle avait déjà vu des familles brisées. Elle avait vu des mères hurler quand on leur arrachait leurs enfants pour les mettre sur un bateau direction la Martinique. Et Céliane avait une chose qu'elle voulait protéger plus que sa propre vie, sa place, sa communauté. Même si c'était l'enfer, c'était son enfer avec ses amis, avec l'homme qu'elle aimait en secret, un charpentier nommé Tijan, qui travaillait souvent loin, mais revenait toujours à la nuit. Un soir, après une journée à couper la canne, jusqu'à ce que le dos soit une seule douleur lancinante, Céliane était assise devant sa case, observant le ciel qui devenait violet. Elle regardait les autres femmes. Et c'est là qu'elle a vu la différence. Le petit, détail qui allait changer le cours de sa vie et qui allait devenir son unique bouclier. Elle a vu Marie-Rose, une femme enceinte de 6 mois. Marie-Rose était fatiguée, mais elle n'avait pas l'air terrorisée comme les autres. Et elle n'était pas listée pour la vente imminente. Céliane se souvient d'une conversation entendue par hasard entre 2 commandeurs. L'un disait « On ne vend pas celle-là. Le maître veut garder l'enfant. C'est une double propriété en devenir. Ça augmente la valeur. De l'habitation. » L'autre avait répondu « Et puis une femme enceinte, ça voyage mal, et si elle perd la marchandise en route, c'est une perte sèche. » Écoutez bien l'horreur de cette logique, mais écoutez surtout l'étincelle qu'elle a allumée dans l'esprit de Céliane. Dans ce système où la femme esclave n'était qu'une machine à travailler et à reproduire, la grossesse n'était pas une bénédiction, c'était un investissement pour le maître. Et, paradoxalement, cet investissement créait une petite, minuscule, temporaire zone de sécurité pour la mère. Si une femme était sur le point d'accoucher, ou si elle était visiblement enceinte, sa valeur immédiate augmentait, mais sa mobilité diminuait. On ne la vendait pas à la légère, surtout pas à un acheteur lointain qui pourrait la négliger. Céliane a compris. La seule façon d'éviter d'être jetée sur un bateau, de quitter Tijan, de perdre tous ses repères, c'était de se rendre indispensable, non pas par son travail dans les champs, mais par ce qu'elle portait. Le plan qui lui est venu était fou, désespéré, et d'une lucidité terrible. Si elle était toujours enceinte, elle ne pouvait pas être vendue. Si elle accouchait, elle avait un enfant,
un bien que le maître voudrait garder, lui assurant une place sur cette terre pendant quelques années, le temps que l'enfant grandisse. Céliane n'était pas une femme qui voulait beaucoup d'enfants. Elle savait l'agonie de mettre un être au monde dans l'esclavage. Mais elle avait fait le calcul froid de la survie. 15 grossesses, 15 fois. Il lui faudrait enchaîner les maternités, sans pause, sans répit, sans jamais laisser son corps redevenir une marchandise standard. Elle devait devenir une usine à futurs esclaves, un rempart biologique contre la vente. Elle a attendu le retour de Tijan. Quand il est arrivé, fatigué, le visage couvert de sciure, elle l'a pris à part, loin des oreilles indiscrètes. « Tijan » lui a-t-elle murmuré, sa voix tremblante. « On va devoir faire ça. » Il ne comprenait pas. Il voyait la peur dans ses yeux. « Faire quoi, Céliane? Fuir? Je peux essayer de... » Non, on ne peut pas fuir. On ne tiendra pas dans les mornes. Mais Valois vend. Il vend tout ce qui n'est pas attaché. Elle a posé sa main sur son ventre plat. « Je dois être toujours pleine, Tijan. Toujours. Il faut que je sois la femme qui porte l'avenir du maître. » Tijan a reculé. Il aimait Céliane. Il rêvait d'une vie simple, de pouvoir se marier devant Dieu, même si le maître ne le reconnaissait pas. Il ne rêvait pas de la voir épuisée, enceinte sans fin. Mais Céliane, ton corps, et les enfants seront ici, avec moi. Ils ne seront pas vendus au loin. Et moi, je resterai ici. C'est le seul marché que je peux faire avec la mort, Tijan. Le silence s'est fait lourd, chargé de la fatalité de leurs conditions. Tijan a regardé autour de lui, les cases sombres, les ombres des surveillants. Il a compris que le choix n'était pas entre le bonheur et le malheur, mais entre l'horreur connue et l'horreur absolue de la séparation. Il a pris la main de Céliane. « Alors, on le fera. On fera ce qu'il faut pour rester ensemble. » C'est ainsi que Céliane a commencé sa première grossesse stratégique. Ce n'était pas un acte d'amour insouciant, c'était un acte de guerre, mené avec le seul outil qu'elle possédait, son propre corps. Les mois ont passé. La première grossesse fut difficile. La malnutrition, le travail continu, sous le soleil ardent. Le maître, Valois, lorsqu'il la voyait, commentait à ses amis « Ah, Céliane, une bonne reproductrice, c'est un placement sûr. » Ces mots, prononcés avec tant de mépris, étaient pourtant la preuve que le plan fonctionnait. Quand son premier fils, qu'elle nomma Moïse, est né, il était chétif mais vivant. Céliane avait gagné 3 ans. 3 ans pendant lesquels, en tant que mère allaitante et propriétaire d'un jeune esclave, elle était moins susceptible d'être vendue séparément. Mais 3 ans, ça passe vite. Valois continuait de s'enfoncer dans les dettes. La rumeur de la vente est revenue, plus forte cette fois. Et Céliane, à peine son corps remis de l'accouchement, a senti l'urgence revenir comme une brûlure. Elle ne pouvait pas attendre la fin du répit. Elle ne pouvait pas risquer que le maître décide de vendre l'enfant et la mère séparément. Elle devait recommencer. Vite. Tijan, bien qu'épuisé par l'idée, obéissait. Il voyait bien que la peur de... La vente était une maladie qui rongeait l'âme de Céliane. La deuxième grossesse a commencé presque immédiatement, puis la troisième. Imaginez l'épuisement. Le corps n'avait pas le temps de récupérer, de se réparer. Les autres femmes la regardaient avec un mélange de respect et de pitié. Elles comprenaient, elles savaient pourquoi Céliane ne cessait jamais d'avoir le ventre rond. Elle était la femme qui défiait la vente par la maternité incessante. Mais le corps a ses limites. Les grossesses successives laissèrent des traces indélébiles, les douleurs chroniques, la faiblesse, et Valois, lui, commençait à voir Céliane non plus comme un placement, mais comme une machine qui s'usait trop vite. « Elle est trop souvent enceinte », se plaignait-il un jour à son régisseur. « Elle ne fait plus le travail d'une femme valide, elle coûte plus qu'elle ne rapporte. » Ce commentaire, Céliane l'a entendu. C'était le signe que sa stratégie, si elle était trop efficace, pouvait se retourner contre elle. Si elle devenait invalide à cause de l'enchaînement des naissances, Valois pourrait décider de la vendre à un petit planteur sans argent,
quelqu'un qui ne ferait pas attention à l'état de la mère juste pour se débarrasser d'elle. Elle devait trouver un équilibre terrifiant. Être assez enceinte pour être protégée, mais pas trop épuisée pour être jetée. Quand elle entama sa 4e grossesse, c'était déjà une légende vivante parmi les esclaves. Ses enfants, Moïse, puis Élise, puis Sosthène, jouaient ensemble dans la poussière devant leur case. Ils étaient la preuve visible que Céliane tenait bon, qu'elle gagnait du temps, un trimestre après l'autre. Mais la pression augmentait. En 1835, l'abolition, même si elle était encore lointaine en France, était dans l'air. Les maîtres sentaient que leur temps était compté. Et plus ils sentaient la fin approcher, plus ils étaient brutaux. Plus ils cherchaient à tirer le maximum de profit de leur propriété, avant qu'elle ne leur échappe. Les ventes devenaient plus fréquentes, plus rapides. Un matin, le régisseur, un homme cruel nommé Lacroix, est venu dans les champs. Il tenait une liste. Il appelait les noms, et les gens s'effondraient. Céliane, enceinte de son 4e enfant, sentit son cœur se glacer. Elle ferma les yeux, priant que son nom ne soit pas prononcé. Lacroix arriva au milieu de la rangée. Il regarda Céliane, son ventre proéminent. Il jeta un coup d'œil à la liste. « Toi, Céliane, tu es lourde. Tu ne vaux rien pour le champ en ce moment, mais le maître a besoin de liquide. » Il hésita. « On ne te vend pas aujourd'hui, mais si tu perds celui-là, tu es la première à partir. Tu m'entends ?» Elle hocha la tête, sans un mot. La menace était claire. Elle n'était pas sauvée, elle était en sursis. Son ventre était sa prison et son rempart. Elle savait à cet instant précis que le compte à rebours de sa survie ne s'arrêterait jamais. Elle devait continuer. Elle avait déjà 4 enfants attachés à elle, 4 petites vies pour lesquelles elle devait se battre, et il lui restait encore 11 grossesses à traverser pour espérer tenir jusqu'à ce que, peut-être, un miracle, une loi ou la mort du maître viennent la libérer de ce cycle infernal. Elle se redressa, la douleur dans le dos ignorant la chaleur du soleil. Elle devait vivre, et pour vivre, elle devait enfanter. Le chemin était long, le corps souffrait déjà, mais Céliane avait fait un pacte avec la survie. Elle allait honorer ce pacte, coûte que coûte. C'était la seule façon de rester sur cette terre avec les siens. C'était le début d'une course contre la montre, où chaque naissance était une victoire amère contre le commerce des hommes. Le sursis de Céliane était une lame de rasoir. Chaque jour passé sans être appelé pour la vente était une victoire, mais chaque jour la rapprochait aussi de l'accouchement, et donc de la fin de sa protection. Elle avait compris la règle cruelle de ce jeu. La sécurité n'existait que dans l'attente. Alors, elle a continué. La 4e enfant, une petite fille nommée Adèle, est née au milieu de la saison sèche. Céliane n'a eu que quelques mois de répit avant de sentir cette urgence glaciale revenir. Valois avait vendu une parcelle de terre et 10 hommes robustes à un voisin. Le sang de Céliane se glaçait à chaque fois qu'elle voyait un bateau quitter le port de Pointe-à-Pitre. Tijan, lui, était devenu l'ombre de lui-même. Il aimait ses enfants. Il aimait Céliane, mais cette cadence était une torture. Il travaillait le jour, revenait brisé, et la nuit, il devait participer à cette stratégie de survie qui épuisait sa femme. Il ne voyait plus son corps comme un lieu de plaisir ou même de repos, mais comme l'unique champ de bataille capable de les garder ensemble. « Combien de temps, Céliane ?» lui demandait-il parfois, la voix pleine d'une tristesse sourde. « Jusqu'à ce qu'on ne nous vende plus, Tijan. Jusqu'à ce que le bon Dieu ou la France s'en mêle, ou jusqu'à ce que Valois n'ait plus un sou, » répondait-elle, les yeux fixés sur un avenir qu'elle ne pouvait pas imaginer, seulement construire, trimestre après trimestre. La 5e grossesse est arrivée, puis la 6e. Céliane n'était plus la femme forte et agile des champs. Son corps, qui n'avait jamais eu le temps de se resserrer, de se remettre des déchirures, de refaire ses réserves, était une ruine magnifique. Ses jambes étaient enflées en permanence. Ses
dents commençaient à se déchausser doucement, le manque de calcium se faisant sentir, volée par les vies qu'elle portait. Elle était reléguée aux tâches moins physiques, ce qui, paradoxalement, était une bénédiction et une malédiction. Elle travaillait maintenant à la purgerie, surveillant la cuisson du sucre bouillant, ou à la maison du maître, sous l'œil perçant de Madame de Valois, une femme aigre et nerveuse. Madame de Valois ne cessait de se plaindre de Céliane. « Encore une fois grosse. Cette femme est une paresseuse, Valois. Elle ne sert plus à rien. Regardez ses pieds. » Valois, lui, hésitait. Il voyait l'état de Céliane, mais il voyait aussi sa petite armée d'enfants qui couraient dans la cour. Moïse avait 7 ans et commençait déjà à faire des travaux légers. Élise et Sosthène suivaient. Chaque enfant était une garantie d'avenir, une tête de bétail qui allait grandir et rapporter. « Elle est en train de se détruire, c'est vrai, » disait Valois à madame, « mais elle me donne des enfants. Et chaque enfant vaut son pesant d'or. Si je la vends maintenant, je perds le reste de l'investissement. Je la garde tant qu'elle peut tenir. » Céliane l'entendait, ou du moins, elle lisait cette décision dans les regards. Elle était devenue une preuve vivante de l'absurdité du système. Une femme qui s'épuisait à enfanter pour ne pas être vendue, et un maître qui la laissait faire parce que l'enfant à naître était plus précieux que le travail de la mère. Au fil des années, Céliane est passée de la 4e à la 7e, puis à la 8e grossesse. 8 fois, elle avait mis au monde. 8 fois, elle avait risqué sa vie et celle de l'enfant. Et 8 fois, elle avait gagné quelques années de répit. Ses enfants, ils étaient sa raison de vivre, mais aussi l'immense poids sur ses épaules. Ils étaient son bouclier, mais chaque bouche à nourrir, chaque petite maladie, chaque peur qu'il ressentait était une douleur supplémentaire. Elle les aimait d'un amour féroce, protecteur, mais elle ne pouvait pas leur offrir la douceur d'une enfance normale. Ils étaient nés dans la peur et devaient apprendre à survivre avant de savoir marcher. Les autres femmes de l'habitation, elles, avaient commencé à voir Céliane comme une sorte de totem. Quand la rumeur de la vente revenait, elles regardaient Céliane, toujours enceinte, et se disaient « Tant que Céliane est là, tant qu'elle porte, nous sommes peut-être en sécurité. » Sa survie était devenue, par une procuration, leur espoir. Mais l'épuisement physique de Céliane était devenu critique lors de sa 9e grossesse. C'était l'année 1845. 10 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait pris cette décision folle. Elle n'avait pas eu un seul intervalle de repos. Son corps était en révolte ouverte. Elle était dans son 7e mois portant des jumeaux. Personne ne le savait encore, mais son ventre était démesuré, tendu comme un tambour. Elle avait des douleurs constantes dans le bas-ventre et sa tension artérielle montait dangereusement. Un après-midi, alors qu'elle travaillait à trier des grains de café près de la grande maison, elle a été prise d'un vertige terrible. Elle s'est effondrée. Le régisseur, Lacroix, l'a trouvée là, gisant dans la poussière. Il n'a pas montré de pitié, seulement de l'agacement. « Debout, Céliane, pas de comédie !» Mais Céliane ne pouvait pas bouger. Ses muscles refusaient d'obéir. Elle était au bord de l'épuisement total, le corps disant non à la volonté de l'esprit. Valois a été appelé. Il est arrivé, l'air exaspéré. La voir dans cet état, c'était voir son investissement se déprécier. « Regardez-moi ça », s'est-il écrié. « Elle nous fait une crise. Elle ne vaut plus rien pour le travail. Si elle ne peut plus se tenir debout, elle ne peut plus rien me donner, même des enfants. » C'était le moment critique qu'elle craignait. Si elle était jugée incapable de travailler, étant incapable de mener la grossesse à terme sans danger, elle redevenait une bouche inutile à vendre. Valois a appelé son médecin, le docteur Bertrand, un homme qui avait autant l'âme d'un vétérinaire que d'un soignant. Le docteur Bertrand l'a examiné rapidement, avec des gestes brutaux. Il a palpé l'abdomen. Il a froncé les sourcils. « Valois, cette femme est à bout !» a déclaré le docteur, sans même regarder Céliane. « Elle est trop faible. Elle a enchaîné les grossesses sans nutrition suffisante. Si elle accouche dans cet état, elle risque de mourir, et les enfants avec elle. Ce serait une perte totale. »
Valois est devenu livide. Perdre une mère et des enfants, c'était un désastre financier. « Que faut-il faire, alors ?» a demandé Valois. « Du repos, maître, absolument. Et des suppléments. Elle doit tenir les 2 mois qui restent. Si elle accouche et si les enfants survivent, vous aurez récupéré votre mise. Après, il faudra la laisser récupérer. » Valois a grogné. Le repos pour un esclave, c'était un luxe impensable. Mais l'argent parlait plus fort. « Très bien, elle va rester à la case, mais elle sera surveillée. Et qu'on lui donne un peu plus de manioc, pas 1 gramme de plus que ce qu'il faut pour qu'elle tienne. » Céliane avait gagné. Encore une fois. Elle avait poussé son corps à la limite, au point que le maître, par pure cupidité, était obligé de la protéger. Elle avait transformé sa faiblesse en une force temporaire. Elle a passé les 2 mois suivants allongée dans sa case, surveillée par les enfants qui s'occupaient d'elle, et par Ti-Jean qui revenait chaque soir, le cœur serré. C'était la première fois depuis des années qu'elle connaissait un semblant de repos, mais c'était un repos amer, gagné au prix d'une souffrance immense. Quand les jumeaux sont nés, 2 garçons qu'elle a nommés Jonas et Gabriel, l'habitation a retenu son souffle. C'était la 9e et la 10e naissance. 10 enfants vivants. Valois était ravi. 10 nouvelles pièces sur son inventaire. Il a fait distribuer un verre de rhum supplémentaire à tous les esclaves pour célébrer l'augmentation de sa richesse. Céliane, elle, ne sentait que l'épuisement. Son corps était vidé, mais son esprit était clair. Elle avait tenu 10 ans. Elle avait 10 raisons de rester. Mais le docteur Bertrand avait été catégorique. Il fallait une pause. Et Valois l'avait entendu. Pour la première fois depuis une décennie, Céliane n'était pas enceinte. Elle allaitait les jumeaux. Elle était, selon la logique du maître, en période de maintenance. Cette pause était terrifiante. Céliane savait que dès que les jumeaux seraient sevrés, dès qu'elle retrouverait un semblant de force, la menace reviendrait. Valois allait la voir comme une femme ayant récupéré, et donc comme une marchandise à nouveau échangeable. Elle avait besoin de protection, et la seule protection durable, c'était d'être enceinte. Ti-Jean, lui, espérait. Il se disait, peut-être que là, on va s'arrêter. On a 10 enfants. C'est suffisant pour ancrer Céliane ici. Il rêvait d'une vie où il pourrait enfin se concentrer sur l'éducation des aînés, sans la peur constante d'une nouvelle grossesse difficile. Mais Céliane ne voyait pas le monde avec les yeux de l'espoir. Elle le voyait avec ceux de la survie. Elle avait calculé. 10 enfants, c'était bien, mais si Valois vendait la plantation ou si une grosse dette tombait, il pourrait vendre les aînés, Moïse, Élise, et garder les petits. Ou pire, il pourrait vendre Céliane seule en disant « Elle est trop usée pour la reproduction, mais elle est une bonne nourrice pour les enfants des autres. » Elle avait promis 15. 15 fois, elle devait défier la vente. Elle n'était qu'à 10. Au bout de 18 mois, les jumeaux marchaient à 4 pattes. Céliane avait retrouvé un peu de son poids, un peu de sa couleur. Elle était toujours faible, mais elle n'était plus au bord de la mort. Lacroix, le régisseur, la regardait différemment. Il avait fait le calcul. Elle pouvait retourner au champ, ou du moins elle pouvait recommencer à servir son maître d'une autre manière. Un matin, Lacroix est venu la voir. Il n'a rien dit sur le travail. Il a juste souri d'un air mauvais. « Céliane, le maître a eu une proposition pour Moïse, un bon prix, un homme de la Martinique. » Le monde de Céliane s'est écroulé. Moïse, son premier-né, son ancre, vendu. C'était la preuve que même 10 enfants n'étaient pas un rempart suffisant. La famille n'était qu'une collection de marchandises individuelles aux yeux du maître. Céliane s'est jetée aux pieds de la croix, un geste qu'elle n'avait jamais fait, la dignité mise de côté par la terreur. « Non, s'il vous plaît, le maître m'a dit que je devais rester pour les enfants. » La croix a ricané. « Le maître a dit que tu devais rester tant que tu lui rapportais. Moïse est un homme maintenant, il rapporte plus loin. » Il y avait une seule chose à faire, et elle devait la faire immédiatement, avant que le papier de vente ne soit signé.
Ce soir-là, quand Tijan est revenu, Céliane n'a pas eu besoin de lui expliquer. Il a vu la panique dans ses yeux, la peur de la séparation qui était devenue leur ombre. « Moïse » a-t-elle réussi à articuler. « Je sais, j'ai entendu. » Céliane a pris sa main et l'a serrée contre son ventre. « On recommence, Tijan, maintenant, et on ne s'arrête plus. » Elle devait s'assurer que, si Valois vendait Moïse, il ne puisse pas vendre la mère. Elle devait redevenir la femme qui porte l'avenir, celle qui est trop compliquée à déplacer. La 11e grossesse a été la plus rapide à concevoir, comme si le corps de Céliane, habitué à ce cycle infernal, était devenu ultra efficace dans sa mission de survie. Dès qu'elle a pu, dès qu'elle a senti les premiers signes, elle a forcé son corps à montrer les signes. Elle a mis des vêtements amples, à exagérer sa fatigue. Valois, qui était sur le point de finaliser la vente de Moïse, a remarqué l'embonpoint de Céliane. Il a appelé Lacroix. « Attendez pour le garçon, Céliane est encore pleine, on ne peut pas vendre le garçon maintenant. Si elle accouche mal, elle aura besoin de ses aînés pour l'aider. Et il faut que le nouveau-né ait sa mère. » Il a réfléchi. « Et puis, si je vends Moïse, je lui enlève une aide précieuse pour la nouvelle portée. » Valois, obsédé par le profit immédiat, a mis le plan de vente de Moïse en attente. Céliane avait gagné 3 mois supplémentaires pour Moïse. 3 mois de vie ensemble. C'était la seule victoire qu'elle pouvait arracher à la tyrannie. Elle savait maintenant que même si elle atteignait les 15 grossesses, la menace ne disparaîtrait jamais. Il faudrait toujours qu'elle soit visiblement enceinte pour sauver les siens. Son corps était devenu un champ de mines où chaque naissance éloignait la mort, mais la rapprochait aussi de l'épuisement final. Elle était à la 11e. Il lui restait 4 grossesses à traverser. 4 fois. Elle devrait donner son corps. 4 fois. Elle devrait affronter la douleur et le risque de mort, juste pour rester sur la même terre que ses enfants. C'était une endurance que personne ne pouvait comprendre. Le sacrifice d'une mère qui transformait la maternité en une arme de résistance silencieuse. Et elle n'était pas prête d'arrêter. Écoutez-moi bien, car ce que Céliane a fait ensuite, ce n'est plus de la survie, c'est de l'héroïsme pur, mais un héroïsme qui vous déchire le corps et l'âme. La 11e grossesse, celle qui a sauvé Moïse de justesse, a été un signal d'alarme pour Valois. Il a compris que Céliane était une machine trop productive pour être vendue, mais aussi une machine qui tombait en panne trop souvent. Quand le 11e enfant, un petit garçon nommé Mathieu, est né, Céliane avait à peine le temps de se réjouir. Elle le tenait contre elle, mais elle regardait déjà le calendrier. Elle savait qu'elle avait, tout au plus, 2 ans avant que Valois ne recommence ses yeux au calcul de profit. Ces années-là, entre 1845 et 1848, la vie sur l'habitation Valois est devenue un enfer silencieux. Le maître, sentant le vent tourner en France, devenait de plus en plus cruel. Il pressait les esclaves, sachant que l'époque où il pouvait les posséder corps et âme touchait peut-être à sa fin. Céliane, elle, était entrée dans une phase critique de son plan. Elle était à 10 enfants vivants, 11 grossesses. Il lui en fallait encore 4 pour atteindre le nombre qu'elle s'était fixé, ce rempart de 15. Mais son corps ne suivait plus. Imaginez la fatigue chronique, le manque de fer, le manque de sommeil, le dos qui ne se redresse jamais complètement. Ses chevilles étaient 2 sacs d'eau. Ses gencives saignaient. Quand elle marchait, elle ne marchait pas. Elle traînait son corps usé. Tijan, lui, était au bord de la rupture. Il voyait sa femme dépérir, se transformer en une guerrière squelettique, qui ne vivait que par la volonté. Il aimait ses enfants. Mais chaque nouvelle naissance était une épée plantée dans le cœur de Céliane. « Céliane, on s'arrête là !» la suppliait-il souvent la nuit, caressant les cicatrices qui couvraient son ventre. « Je vais me battre, je vais trouver un moyen. Mais si tu continues, tu vas mourir. » Elle le regardait de ses yeux sombres, pleins d'une détermination froide. « Mourir ici, Tijan, c'est rester avec vous. Être vendu loin de vous, c'est mourir 2 fois. On doit aller jusqu'au bout. » Elle avait
transformer sa propre existence en un compte à rebours macabre. Elle devait s'assurer que si l'abolition venait, elle serait là pour la voir, entourée de ses enfants. La 12e grossesse fut un calvaire. Elle a commencé à faire des fausses alertes, des douleurs qui la tordaient. Le docteur Bertrand, appelé par Valois qui craignait la perte de l'investissement, a été clair. Si elle continue, la prochaine sera fatale. Son utérus est trop fatigué. Valois a hésité. Il se disait, si elle meurt, je perds la mère et les 11 enfants auront besoin d'une nourrice. C'est un coût supplémentaire. C'est là que Céliane a développé une nouvelle tactique, encore plus risquée. Elle a commencé à utiliser les rumeurs à son avantage. Quand elle se sentait mal, elle ne se cachait pas. Au contraire, elle s'assurait que les surveillants la voient cracher du sang, qu'ils voient ses pieds enflés. Elle rendait sa détresse visible pour que Valois continue de la considérer comme une patiente à surveiller et non une marchandise à jeter. Elle a réussi à mener à terme le 12e enfant, une petite fille qu'elle nomma Clémence. Mais après Clémence, Céliane a eu une période de convalescence forcée. Valois, prudent, lui avait imposé un repos relatif, la laissant s'occuper des plus jeunes, mais l'éloignant des tâches trop pénibles. Ce repos, elle le voyait comme un piège. Elle savait que c'était juste le temps que son corps se répare, assez pour recommencer à travailler. 10 mois après la naissance de Clémence, la menace est revenue. Valois avait perdu une grosse somme au jeu. Il fallait vendre, et vite. Le régisseur Lacroix a commencé à faire des listes. Cette fois, il ne s'est pas concentré sur les aînés. Il a regardé Céliane. « Tu as trop de bouches à nourrir, femme », lui a dit Lacroix un jour, son regard froid balayant la grappe d'enfants autour d'elle. « Le maître pourrait vendre les plus petits, les déchets, et te garder pour la prochaine portée. Mais il pourrait aussi vendre la lotte entière à un petit planteur de la Dominique. Vendre la lotte entière, c'était le cauchemar absolu. Être vendu avec ses enfants, mais loin de Tigean, loin de cette terre qu'elle connaissait. Céliane a senti l'urgence d'une manière nouvelle. Elle ne se battait plus seulement pour rester, mais pour rester avec Tigean. Il fallait la 13e grossesse. Et il fallait qu'elle soit visible, incontestable, immédiatement. Tigean, en voyant la panique dans les yeux de sa femme, a acquiescé en silence. Leur amour était devenu un devoir, leur intimité, un sacrifice répété. La 13e fois, le corps de Céliane a protesté violemment. Elle a eu des hémorragies au début, des douleurs qui la faisaient hurler en silence, le visage enfoui dans sa paillasse. Elle priait pour que l'enfant tienne, car si elle faisait une fausse couche maintenant, elle serait jugée faible et immédiatement vendue. Contre toute attente, le 13e enfant, un garçon, nommé Étienne, a tenu bon. Quand le ventre de Céliane a commencé à s'arrondir, la nouvelle a circulé comme une traînée de poudre. Les autres esclaves ne riaient plus, ils ne pleuraient plus, ils admiraient. Elle était la femme qui ne pliait pas, celle qui forçait le maître à respecter sa propre logique commerciale. Il l'appelait maintenant Manman Kenbe, la mère qui tient bon. Valois, lui, avait la rage au ventre. Il était coincé. « Cette femme est un fléau !» criait-il à Madame de Valois. « Elle passe son temps à accoucher. Je n'ai jamais vu ça. Elle me coûte une fortune en riz et en soins, et elle me donne des enfants que je ne peux même pas vendre avant qu'ils aient 5 ans. » Mais il ne pouvait pas la vendre. L'enfant en gestation était, aux yeux de la loi et de ses créanciers, une hypothèque précieuse. Étienne est né. Céliane était à 13. Elle était plus proche du but qu'elle ne l'avait jamais été. Mais l'accouchement l'avait laissée au bord du gouffre. Elle était si faible qu'elle ne pouvait plus allaiter correctement. Les autres femmes devaient l'aider. Elle avait maintenant une 12aine d'enfants qui dépendaient d'elle, et elle pouvait à peine se lever pour aller chercher de l'eau. C'est là que le docteur Bertrand a fait une déclaration qui a changé la donne. Il a dit à Valois que si Céliane retombait enceinte immédiatement, elle mourrait avant le terme, et ce serait un gâchis de 2 vies. Il a ordonné que Céliane soit séparée de Tigean, et pour une période de 6 mois, sous peine de voir Valois perdre tout son cheptel reproducteur. Valois, terrifié par la perte financière, a obéi.
il a ordonné à Lacroix de veiller à ce que Ti-Jean travaille désormais sur le côté ouest de la plantation, loin des cases, et que Céliane soit surveillée la nuit. C'était une nouvelle forme de torture, la séparation. Même si c'était sur la même terre, ne pas voir Ti-Jean, ne pas avoir sa protection, c'était insupportable. Mais pour Céliane, c'était pire que la séparation physique. C'était l'arrêt de son bouclier, 6 mois de repos, 6 mois pendant lesquels elle redevenait une femme réparée, une marchandise qui pouvait être vendue. Elle a passé ces 6 mois dans une anxiété permanente. Elle regardait les bateaux au loin, elle écoutait les bruits de sabots des chevaux qui amenaient les acheteurs. Chaque jour était une menace. Quand les 6 mois furent écoulés, Céliane était affamée de Ti-Jean, mais surtout, elle était affamée de sécurité. Elle a retrouvé Ti-Jean une nuit à la dérobée près du moulin sous la faible lumière de la lune. Il était amaigri, fatigué de la séparation. « Céliane, ce n'est pas raisonnable, » lui a-t-il dit, la serrant contre lui. « On a eu notre repos. Attends un peu, Valois ne vend plus tant que ça en ce moment. » Mais Céliane avait vu la liste que Lacroix avait préparée pour une vente imminente à Saint-Barthélemy. Son nom était dessus, barré au crayon, mais toujours là. Non, Ti-Jean. Maintenant, la 14e. C'est la seule chose qui me sauvera avant la fin de l'année. La 14e grossesse fut la plus douloureuse. Le corps de Céliane n'était plus qu'un sac d'os et de peau tendue. La malnutrition était si sévère que l'enfant ne se développait pas correctement. Elle avait des vertiges constants et, souvent, elle s'évanouissait en plein jour. Les autres femmes de l'habitation la soignaient en secret, lui donnant leur propre ration de manioc, la couvrant la nuit. Elle savait que si Céliane tombait, leur propre espoir s'éteindrait. Valois, voyant son état, a commencé à paniquer. Il ne voulait pas d'une mort sur sa propriété, surtout pas celle d'une femme qui portait une double valeur. Il l'a mise à la case, lui donnant juste assez pour survivre. Céliane était maintenant une prisonnière de sa propre stratégie. Elle était sauvée de la vente, mais enchaînée à son lit de douleur. Le 14e enfant, un petit garçon nommé Toussaint, est né prématurément. Il était si petit que Céliane a dû se battre jour et nuit pour le maintenir en vie. Elle y est arrivée, mais elle a frôlé la mort elle-même. À ce moment-là, en 1847, Céliane n'avait plus l'apparence d'une femme, mais d'un étendard de souffrance. Elle avait 14 enfants, 13 vivants, un était mort en bas âge, un chagrin qu'elle portait comme un poids supplémentaire. Elle était à un pas de son objectif, mais elle était aussi à un pas de la tombe. Valois, voyant l'état désastreux de Céliane, a pris une décision radicale. Il a compris qu'il ne pouvait plus la laisser recommencer. Elle était trop usée. Il n'y avait plus de profit à tirer d'elle en tant que reproductrice, seulement le risque de perdre les 14 enfants qui dépendaient d'elle. Il a appelé Lacroix. « Céliane est finie », a dit Valois, les mains derrière le dos. « Elle ne peut plus porter. Je ne peux pas la vendre. Elle est trop faible pour le voyage, et personne ne voudra d'une femme qui va mourir en couche. Mais je ne peux pas non plus la laisser mourir ici. » Alors Valois a pris une décision calculée, la seule qui lui restait pour tirer profit de cette situation. Il allait la vendre comme nourrice, localement, à une petite plantation voisine, l'habitation Desroches, pour une somme modique. Une vente rapide, sans voyage, juste pour se débarrasser du problème. Elle est une excellente nourrice, et elle a une douzaine d'enfants qu'elle peut garder ici, a dit Valois. Je vends la nourrice, et je garde les enfants. Elle ne nous coûte plus rien, et les enfants grandissent sur place. C'était la pire trahison. Céliane avait sacrifié son corps pour rester avec ses enfants, et maintenant, le maître allait vendre la mère et garder les fruits de sa souffrance. La protection qu'elle avait construite s'effondrait. La nouvelle est tombée comme un coup de fouet. Non seulement elle allait être vendue, mais elle allait être séparée de Ti-Jean et de la majorité de ses enfants. Elle ne serait plus qu'une nourrice pour les enfants d'un autre maître, tandis que les siens resteraient à Valois, grandissant sans elle. Céliane a senti une force nouvelle, une colère froide et terrifiante. 14 grossesses pour ce résultat.
Non. Elle a ignoré la douleur, les avertissements du docteur. Elle a ignoré la faiblesse. Elle a cherché Tijan. « Ils veulent te me vendre à Desroches », lui a-t-elle dit, sa voix n'étant qu'un murmure rauque. Tijan a serré les poings. « On s'enfuit !»« Non, c'est trop tard. Je dois être enceinte. La 15e, maintenant. Je dois être trop malade pour qu'il me déplace, même à Desroches. » C'était la dernière carte. La 15e grossesse devait être la plus rapide, la plus visible, la plus catastrophique pour sa santé, au point que même un petit planteur n'en voudrait pas. Elle devait devenir invendable, non pas par sa valeur, mais par son incapacité physique à bouger. C'est ainsi qu'elle a entamé la 15e et ultime grossesse. C'était un acte de désespoir, un suicide lent, mais c'était le seul moyen de rester ancrée sur cette terre, avec sa famille. Elle avait atteint le nombre qu'elle s'était fixé, mais la bataille n'était pas finie. Elle devait survivre à cette dernière épreuve pour que son sacrifice ait un sens. Elle devait se battre contre la mort pour gagner le droit de rester vivante. Écoutez-moi bien, car quand Céliane a pris cette décision, ce n'était plus une question de vie ou de mort. C'était une question de rester ou d'être déchiré. La 15e grossesse, c'était le dernier rempart, le dernier souffle avant l'effondrement total. Elle était déjà si faible que l'idée même de porter un nouvel enfant était absurde. Son corps, qui avait été son outil de survie pendant 12 ans, était maintenant une terre ravagée. Le manque de sommeil, le manque de fer, les grossesses successives sans répit avaient fait d'elle une ombre. Tijan, lui, obéissait par amour et par terreur. Il savait que, s'il refusait, Valois vendrait Céliane. Il participait à la destruction de sa femme pour la garder près de lui. Leur intimité n'était plus qu'un rituel de survie, teinté de larmes et de l'odeur de la misère. La 15e fois, Céliane n'a pas attendu d'être sûre. Dès les premières semaines, elle a commencé à agir. Elle a exagéré ses nausées. Elle a fait semblant de s'évanouir devant le régisseur Lacroix. Elle devait rendre sa présence physique si contraignante que personne ne voudrait l'acheter, même pour une bouchée de pain. Elle savait que Valois avait déjà reçu l'acompte du sieur Desroches pour la vendre comme nourrice. Le contrat était sur la table. « Elle est trop faible », disait Lacroix à Valois, exaspéré. « Desroches n'en voudra pas dans cet état. Elle va mourir sur le chemin. » Valois frappait du poing sur son bureau. « Mais elle est encore pleine, Lacroix. Vous voyez son ventre. Si elle porte, elle reste ici. Si elle crève sur ma terre, je perds un capital. Mais si elle crève chez Desroches, je perds la vente et je dois payer le transport. » La logique était tordue, mais elle fonctionnait. Céliane avait réussi à transformer son corps en une patate chaude que personne ne voulait tenir. Mais cette grossesse, mes amis, elle était un supplice sans nom. Céliane crachait du sang. Ses reins la faisaient souffrir jour et nuit. Les autres femmes de l'habitation, elles organisaient une veille autour de sa case. Elles lui donnaient les tisanes amères. Pour soulager la douleur, elles priaient avec elle. Elle savait qu'elle se battait pour eux tous. Céliane tenait bon, non pas pour l'enfant à venir, mais pour les 14 autres qui couraient dans la cour. Elle les regardait jouer, et cette image était sa seule force. Moïse, son aîné, avait maintenant 13 ans, et il comprenait. Il veillait sur ses frères et sœurs, il veillait sur sa mère, les yeux pleins d'une maturité volée. Au 6e mois, Céliane a fait une crise. Elle a perdu connaissance et a eu des convulsions. C'était une urgence vitale. Valois a fait venir le docteur Bertrand paniqué, non pas par humanité, mais par peur de la loi qui le condamnait à payer une amende s'il perdait trop d'esclaves par négligence flagrante. Le docteur Bertrand, après un examen rapide, a posé le diagnostic avec la froideur d'un bourreau. « Maître Valois, c'est fini. Cette femme ne tiendra pas. Elle est au bord de l'éclampsie. Son cœur est trop faible. Si elle accouche, elle risque de mourir. Si elle continue de porter, elle risque de mourir. » Il a ajouté, pointant le ventre démesuré, « Et l'enfant est faible, il ne survivra pas sans intervention. » Valois, qui voyait déjà son argent s'envoler, est devenu fou de rage. « Et que proposez-vous, docteur? Un miracle? Non, maître. Je propose de la laisser tranquille.
Si elle ne fait aucun effort, si on lui donne une alimentation forcée, elle tiendra peut-être les 2 mois qui restent, mais il n'y aura plus de travail. Et pour elle, plus jamais. Elle sera une invalide permanente. Et après ça, maître, vous ne pourrez plus rien lui demander, pas même d'être une nourrice. Elle sera trop fragile pour bouger. Céliane, à moitié consciente, a entendu ces mots. Une invalide permanente. C'était la victoire qu'elle cherchait, devenir inutile au point d'être invendable. Valois a fait les comptes. Vendre Céliane maintenant, c'était perdre 14 enfants qui allaient bientôt devenir des travailleurs. La garder, c'était devoir la nourrir, elle et ses enfants, sans retour de travail de sa part. Mais au moins, les enfants restaient sur la plantation. Il a renoncé à la vente. Il a déchiré le contrat avec Desroches. Qu'on la mette sous surveillance, qu'on lui donne ce qu'il faut pour qu'elle tienne, mais si elle meurt, je vous jure que je vends les 12 plus jeunes à Saint-Pierre. Céliane était sauvée, mais son corps était brisé. Elle a réussi à tenir jusqu'au terme, mais l'accouchement fut l'épreuve la plus terrible de sa vie. C'était comme si son corps refusait de donner naissance une 15e fois. Les femmes de l'habitation se sont relayées. Ti-Jean était là, serrant sa main, le visage ravagé par la peur. Et puis, enfin, le 15e enfant est né. Une petite fille. Céliane l'a nommée Victoire. Quand Victoire a poussé son premier cri faible, ce n'était pas seulement la naissance d'un enfant, c'était la fin d'une guerre. Céliane avait atteint son objectif. 15. Et grossesse. Elle avait transformé sa propre chair en une forteresse infranchissable, mais elle était au bord de la mort. Elle a mis des semaines à retrouver un semblant de force. Elle ne pouvait plus se lever sans aide. Elle était devenue une madone douloureuse, entourée de sa petite armée d'enfants. Valois, lui, était furieux. Il avait une femme esclave qui ne travaillait pas, mais qu'il devait nourrir, et qui avait donné naissance à un nombre incroyable d'enfants qui, certes, représentaient une fortune future, mais qui n'étaient pour l'instant que des bouches à nourrir. Elle est un fardeau, disait-il, un fardeau qui grandit. Céliane savait qu'elle avait gagné le combat de la vente, mais elle était maintenant dans le combat de la survie quotidienne. Elle ne pouvait plus travailler, mais elle devait veiller sur ses enfants. Et c'est là, mes amis, que l'histoire de Céliane croise la grande histoire. Nous sommes au début de 1848. Le monde entier bougeait. En France, on parlait de révolution, de changement, et la rumeur, cette fois, n'était pas celle des ventes, mais celle de la liberté. Les maîtres, comme Valois, sentaient la fin approcher. Ils étaient dans une panique noire. Ils savaient que si l'abolition venait, ils perdaient tout. Leur seul espoir était de maximiser leurs profits avant que la loi ne tombe, ou de vendre leurs esclaves à des colonies qui n'aboliraient pas tout de suite. Valois a tenté une dernière manœuvre. Il a appelé la croix. Il ne peut pas vendre Céliane, elle va mourir, mais nous allons vendre les enfants, les aînés, Moïse, Élise, Sosthène. Ils sont assez grands pour travailler. Vendons-les vite à Saint-Pierre avant que la loi ne nous l'interdise. C'était le coup de grâce. Céliane avait tout risqué pour garder sa famille ensemble, et maintenant, le maître allait la laisser vivre, mais lui arracher les fruits de sa souffrance. La nouvelle est arrivée jusqu'à la case de Céliane. Moïse, le premier-né, devait partir dans 3 jours. Céliane était alitée, elle ne pouvait pas se lever. Elle a senti la terreur la paralyser. 14 enfants restants et elle ne pouvait pas bouger. Son bouclier, son corps était cassé. Ti-Jean, lui, était brisé. Il avait tout fait. Il avait aidé Céliane à enfanter 15 fois. Il avait travaillé jour et nuit. Et maintenant, on lui prenait son fils. Ce soir-là, Ti-Jean a pris une décision qu'il avait toujours refusée. Il est allé voir Céliane, qui pleurait, et silencieusement son corps secoué par des sanglots sans larmes. « Céliane, on ne peut pas les laisser faire. Je vais prendre Moïse et Élise, et je vais les emmener dans les mornes. Je vais essayer de les cacher. S'ils partent, ils ne reviendront jamais. » Céliane a hoché la tête. Elle ne pouvait pas les accompagner, mais elle ne pouvait pas les laisser partir non plus.
Va, Tijan, mais reviens. Moi, je ne peux pas bouger. Je dois rester avec les petits. Et je dois être là quand la loi arrivera. » Tijan a embrassé sa femme. Un adieu peut-être définitif. Il a pris Moïse et Élise. Il leur a expliqué rapidement qu'ils devaient marcher, qu'ils devaient se cacher. Le lendemain matin, Valois a découvert la fuite. Il était enragé. Perdre 2 esclaves de valeur, juste avant la vente. Il a accusé Céliane. Il est venu à sa case, le visage rouge de colère. « Où sont-ils, femme? Dis-moi où ils sont, ou je te fais fouetter jusqu'à ce que tu craches tes poumons. » Céliane, alitée, a levé les yeux vers lui. Elle était maigre, faible, mais ses yeux noirs étaient remplis d'une force terrible. « Je ne sais pas, maître, » a-t-elle murmuré, sa voix rauque. « Mon corps est ici. Mon esprit est avec mes enfants. » Valois a levé la main, mais il s'est arrêté. Il a vu la misère de son corps. Il a vu la petite Victoire qui tétait faiblement. Et il a vu la douzaine d'autres enfants qui se serraient autour de leur mère. Il a vu l'inutilité de la violence. Frapper Céliane ne lui ferait pas retrouver ses esclaves. Et si elle mourait, il perdait tout. Il a craché par terre. « La croix! Trouvez-moi ces coureurs, et vous, Céliane, vous resterez ici. Vous êtes ma prisonnière. Vous êtes la preuve que je vous ai nourrie. » Céliane restait dans sa case, entre la vie et la mort. Elle était faible, mais elle était sur sa terre, avec une douzaine de ses enfants. Tijan et les 2 aînés étaient dans la nature, mais libres, au moins temporairement. Pendant des semaines, la tension était insoutenable. Les maîtres surveillaient les nouvelles de France. On parlait de la chute du roi. On parlait de la nouvelle République. Et avec la République, on savait que l'abolition reviendrait. Valois, pressentant la catastrophe, a commencé à cacher des documents, à vendre des terres à la hâte. Il essayait de minimiser les pertes. Céliane, elle, attendait. Elle avait atteint la 15e grossesse. Elle avait gagné le temps nécessaire pour que le vent tourne. Un matin, la nouvelle est arrivée. Elle n'est pas venue par un décret officiel, elle est venue par le bruit. Un bruit de fête, un bruit de tambour qu'on n'avait pas entendu depuis des années. C'était fin avril 1848. La rumeur courait dans les champs, portée par les esclaves fugitifs qui revenaient des Mornes, par les pêcheurs qui avaient entendu les nouvelles de la ville. La révolution était là. Et la France avait signé un décret. L'abolition, c'était la fin. La fin de la propriété, la fin du commerce. Sur l'habitation Valois, c'était le chaos. Les esclaves, d'abord silencieux, ont commencé à chanter, à rire. Valois, lui, était enfermé dans sa maison, blanc de rage et de peur. Céliane, toujours alitée, a entendu les chants. Elle a senti le changement dans l'air, un air plus léger, moins chargé de soufre. Tijan, avec Moïse et Élise, est revenu de sa cachette, marchant dignement vers la case de sa femme. Il n'était plus un fugitif, il était un homme libre. Il a trouvé Céliane, entourée de ses 14 enfants vivants, un tableau de la victoire, arraché de haute lutte. Il s'est agenouillé près d'elle. « Céliane » a-t-il dit, les larmes coulant sur son visage. C'est fini, c'est la liberté. Céliane, la femme qui s'était transformée en machine à enfanter pour défier la vente, n'était plus une esclave. Elle avait gagné. Elle avait atteint son objectif, non pas par la 15e naissance, mais par le temps que cette naissance lui avait permis de gagner. Elle a souri, un sourire faible, mais qui venait du fond de son âme épuisée. « On est restés, Tijan, on est restés ensemble », a-t-elle murmuré. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la liberté. La liberté, c'est une porte qui s'ouvre. Il faut ensuite apprendre à marcher de l'autre côté, surtout quand on a 15 grossesses et un corps brisé derrière soi. Valois ne pouvait pas accepter la défaite. Il avait perdu sa propriété, mais il restait maître de la terre. Et il allait faire payer Céliane pour l'avoir vaincu. Il a attendu quelques jours, le temps que la confusion retombe. Puis il est sorti de sa maison, le visage dur. Il a cherché Céliane. Il l'a trouvée dans sa case, entourée de ses enfants. Il ne pouvait plus la vendre, mais il pouvait la chasser.
Céliane, a-t-il dit d'une voix glaciale, vous êtes libre, mais vous n'êtes plus ma responsabilité. Vous et vos 14 enfants, vous n'avez plus rien à faire ici. Sortez de ma terre, maintenant. La liberté avait un prix. Et le prix pour Céliane, c'était de se retrouver dehors, sans toit, sans terre, avec 14 bouches à nourrir et un corps qui ne pouvait plus travailler. Elle avait survécu à l'esclavage. Elle avait triomphé de la vente. Mais le combat pour la vie, la vraie vie libre, ne faisait que commencer. Elle devait se lever, rassembler ses enfants et affronter le monde, brisé mais libre, avec le charpentier Tijan à ses côtés. C'était la fin de l'esclavage, mais le début de l'épreuve. Et Céliane devait maintenant trouver la force de se relever, de se reconstruire et de donner un sens à ces 15 vies qu'elle avait portées pour la liberté. La liberté est un mot magnifique, mais quand elle arrive, elle n'enlève pas la faim ni la douleur. Au contraire, elle les révèle, car maintenant, il faut se débrouiller seul. Valois, le maître déchu, avait craché sa haine. Céliane et ses 14 enfants devaient quitter la plantation. C'était le prix de la liberté. Imaginez la scène, mes amis. Céliane, cette femme qui avait porté 15 fois la vie pour rester, était incapable de faire un pas. Son corps, la forteresse qui avait tenu tête à la vente, était maintenant une ruine. Tijan, l'homme de l'ombre, celui qui avait partagé son fardeau et ses nuits d'angoisse, est entré dans la case. Il n'a pas pleuré, il n'a pas crié, il a agi. Il a rassemblé les quelques affaires qu'il possédait. Une natte, une marmite, quelques ardes. Il a soulevé Céliane avec une infinie douceur. Elle pesait si peu. Il l'a portée comme on porte un trésor fragile et précieux. Devant eux, la petite armée de Céliane s'est mise en marche. Moïse, l'aîné, maintenant un adolescent de 13 ans, marchait en tête, tenant la main d'Élise. Derrière, les autres, Sosthène, Adèle, les jumeaux Jonas et Gabriel, et tous les autres, jusqu'à la petite Victoire, la 15e, portée par une des plus grandes. 14 enfants, tous libres, marchant hors du seul lieu qu'ils avaient connu. Valois les regardait partir depuis le perron de sa grande maison. Il ne voyait pas 14 âmes qui accédaient à la dignité. Il voyait 14 pièces de monnaie qui s'envolaient. Il haïssait Céliane, car elle était la preuve vivante de sa défaite. Ils ont marché lentement, quittant les champs de canne qui avaient bu tant de leur sueur. Ils ont marché jusqu'à une petite portion de terre non cultivée, un coin de morne où la forêt reprenait ses droits. Tijan avait des amis charpentiers dans les environs, des hommes libres de couleur qui l'avaient aidé parfois. C'est là que le deuxième acte de la vie de Céliane a commencé. La construction de sa propre maison. Tijan a travaillé comme un forcené. Il coupait le bois, il façonnait les poutres, il tressait les feuilles de palme pour le toit. Il n'était plus le charpentier du maître, il était le bâtisseur de sa famille. Il avait les mains dures, mais un cœur rempli d'une détermination nouvelle. Moïse et Élise, bien que jeunes, l'aidaient. Il ramassait les pierres, il portait l'eau. Les enfants de Céliane, nés dans le cycle incessant de la survie, avaient appris la discipline et l'entraide. Ils étaient la force de travail que Valois avait voulu, mais ils travaillaient pour eux, pour leur mère, pour leur liberté. Pendant ce temps, Céliane restait allongée. Elle était la reine dans sa case provisoire. Elle ne pouvait pas travailler la terre, mais elle pouvait parler. Elle pouvait enseigner. Elle racontait aux plus jeunes l'histoire de leur survie. Elle leur expliquait pourquoi ils étaient si nombreux, pourquoi elle avait le ventre couvert de cicatrices, pourquoi elle était souvent faible. Elle leur racontait qu'ils n'étaient pas nés par hasard, mais par un acte de guerre, un bouclier de chair contre le commerce. « Vous êtes la preuve, » leur disait-elle, sa voix faible mais claire, « que le maître ne peut pas tout prendre. J'ai donné mon corps pour que vous soyez ici, sur cette terre. Votre liberté, vous l'avez payée avant même de naître. » Céliane est devenue le centre moral de la famille. Elle gérait les maigres ressources, elle conseillait Tijan, elle veillait à ce que les aînés ne se découragent pas. Elle était la stratège, même alitée. Leur vie était dure, d'une difficulté que l'esclavage avait parfois dissimulée. La faim était là, réelle,
mordante. Mais il n'y avait plus de fouet, plus de vente. Et ça, c'était tout. Ti-Jean, grâce à ses talents de charpentier, a commencé à trouver du travail dans les petites bourgades qui se développaient loin des grandes plantations. Il gagnait un peu d'argent, assez pour acheter du riz, du poisson séché et parfois un peu de tissu pour habiller les enfants. Les années ont passé. Ces années de reconstruction où l'ancienne esclave devait devenir une citoyenne. Céliane ne s'est jamais complètement remise. Elle est restée faible, ses douleurs chroniques, son corps usé par les 15 grossesses. Elle était vieille avant l'âge de 40 ans, mais elle avait réussi. Elle a vu Moïse devenir un jeune homme fort, travaillant avec son père, apprenant le métier de charpentier. Elle a vu Élise devenir une jeune femme, aidant sa mère à élever la douzaine de frères et sœurs qui suivaient. Elle a vu les plus jeunes, ceux nés juste avant ou après l'abolition, grandir sans jamais connaître la peur de la vente. La petite Victoire, la 15e, celle qui avait forcé la main de Valois au dernier moment, était la plus choyée. Elle était la preuve finale, le sceau de la liberté. Et Valois, que lui est-il arrivé? Comme beaucoup de maîtres endettés, il n'a pas survécu à l'abolition. Sans la main-d'œuvre gratuite et sans la valeur de ses esclaves comme garantie, ses créanciers ont saisi la plantation. Il a fini par vendre Valois, le domaine de ses ancêtres, et il est parti à Pointe-à-Pitre, ruiné, vivant dans l'amertume. Il a perdu la terre, Céliane a gagné la vie. Vers la fin des années 1850, Ti-Jean avait fini de construire une vraie maison, solide, en bois, avec un jardin potager autour. Ce n'était pas la grande maison du maître, mais c'était leur maison. Céliane, souvent assise sur le pas de sa porte, regardait le soleil se coucher sur la mer. Elle n'était plus l'esclave Céliane, elle était la mère de 14 enfants libres, l'épouse du charpentier Ti-Jean. Elle avait les mains noueuses et le dos tordu, mais quand elle regardait ses enfants, elle ne voyait pas le sacrifice, elle voyait la victoire. Elle avait pris la seule arme qu'une femme esclave possédait, son corps et sa capacité à enfanter, et elle l'avait utilisée pour forger une chaîne ininterrompue de vie, une chaîne si lourde, si précieuse, que le maître n'avait jamais osé la briser. Son histoire, elle n'est pas celle des grands héros qui prenaient le fusil. C'est l'histoire silencieuse, déchirante, d'une femme qui a transformé la procréation forcée en un acte de résistance absolue. 15 fois, elle avait dit non à la vente. 15 fois, elle avait choisi la douleur pour garantir la présence. Et c'est ainsi, mes amis, que Céliane, la mère qui tenait bon, a vu ses enfants grandir libres sur la terre de leurs ancêtres. Son corps était brisé, mais son âme, elle, avait survécu, intacte et victorieuse, pour raconter aux générations futures le prix amer de la liberté. Elle avait payé le prix fort, mais elle avait gagné l'essentiel, la famille, unie et libre. Et c'est là que l'histoire se termine, non dans la richesse, mais dans la paix et la dignité retrouvée.